Dans certaines zones obscures du système solaire se cachent des mondes à la chimie complexe et si difformes qu'ils frôlent le bizarre. Le plus étonnant a été de découvrir la grande variété des objets qui habitent le système solaire. Autour des planètes, on trouve des lunes dont on n'avait pas compris jusque-là ce qu'elles étaient et qui sont maintenant au centre des recherches astronomiques les plus pointues. Ce qui était surprenant, c'est qu'elle ne ressemblait pas à notre Lune. Mais ces éléments du système solaire qu'on dit mineurs ne sont pas d'un moindre intérêt. Quelle surprise nous réservent les lunes du système solaire? Le système solaire a toujours été un terrain fertile pour les écrivains de science-fiction. Mais grâce aux télescopes de plus en plus perfectionnés et aux sondes robotisées, aujourd'hui le rideau s'est levé sur un nouveau balai lunaire. Il y en a qui se déplacent dans un sens, d'autres dans le sens inverse. Elles filent à des vitesses différentes. Celles qui orbitent à l'intérieur dépassent celles qui sont à l'extérieur. Il y a une cinquantaine d'années, on pensait que le système solaire n'abritait que 32 lunes. Elles allaient de Ganymède, qui gravite autour de Jupiter et qui est plus grande que la planète Mercure, jusqu'aux petits astéroïdes comme les lunes de Mars, Phobos et Deimos. Mais ce nombre a explosé. En 2007, des scientifiques annoncent la découverte de 20 nouvelles lunes autour de Jupiter, d'une autour de Saturne et de 3 autour de Neptune. Ce qui s'est passé, c'est que les télescopes astronomiques ont été équipés de ce qu'on appelle des caméras CCD. Ce sont des caméras numériques, comme tout le monde en a aujourd'hui. Il est difficile d'obtenir des astronomes le nombre exact de lunes ou de satellites du système solaire. Au fur et à mesure que les caméras deviennent plus sensibles et les télescopes plus puissants, on en découvre de plus en plus. Elles sont classées en 2 grands groupes. Il y a celles qui tracent des orbites quasi circulaires au-dessus du plan de l'équateur de leur planète. Ce sont les lunes régulières. Notre Lune s'est formée lors d'un impact, mais toutes les autres se sont agglomérées à partir de la soupe gazeuse qui entoure leur planète parente, un processus connu sous le nom d'accrétion. Un exemple classique de satellite régulier, ce seraient les lunes galiléennes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Le matériau qui allait donner naissance à Jupiter était un peu trop abondant, le surplus s'est donc accumulé pour former les lunes. Les lunes irrégulières suivent des orbites inclinées et fortement elliptiques, dans le plan de l'équateur de leur planète. La plupart d'entre elles se déplacent de façon rétrograde, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que leur planète tourne dans l'autre sens. Phoebe, un satellite de Saturne récemment découvert, en est un parfait exemple. Au début, elle était indépendante et tournait autour du Soleil, avant d'être capturée par Saturne, plus massif. Qu'elles soient régulières ou irrégulières, les lunes évoluent dans la zone gravitationnelle de leur planète. On appelle l'étendue approximative de cette région la sphère de Hill. Elle tient son nom de George William Hill, un astronome américain qui a défini ce concept au milieu des années 1800. La sphère de Hill est cette zone qui se déplace en même temps qu'une planète et dont la force gravitationnelle est plus forte que celle du Soleil. Les lunes de Mars, Deimos et Phobos, ont des comportements très différents à l'intérieur de la sphère de Hill. Si la planète tourne plus vite que son satellite, comme c'est le cas pour Deimos, les forces de marée vont pousser la Lune de plus en plus loin. Phobos, lui, tourne plus vite que Mars. Ces petites lunes ont été découvertes en 1877 par un astronome américain, Asaph Hall. Il a donné à Phobos le nom du dieu grec de la peur et à Deimos celui du dieu de la terreur.
Tom Duxbury faisait partie de la mission Mariner 9, qui en novembre 1971 a photographié pour la première fois les deux lunes en forme de pommes de terre. C'était tard dans la nuit, par une journée froide, pluvieuse, sombre et maussade. J'ai tourné la photo sur le côté. La lune ressemblait à un crâne. C'était une image sinistre. Phobos poursuit une trajectoire fatale. Elle orbite à 5500 km de Mars, c'est-à-dire plus près de sa planète que toute autre lune du système solaire. Si la nôtre était aussi proche de la Terre que Phobos l'est de Mars, elle nous semblerait 20 fois plus grande. La durée de son orbite se compterait en heures et non en jours comme c'est le cas. Et quand elle serait pleine, elle couvrirait le ciel. Les marées diurnes auraient une amplitude 10 fois plus importante. Et la Lune finirait peut-être par s'écraser sur la Terre. La situation délicate de Phobos est liée à un processus que l'on appelle l'accélération séculaire. Tandis que le satellite se déplace plus vite que Mars, des forces de marée s'élèvent à la surface de la planète qui attirent Phobos vers elle un peu plus à chaque orbite. La lutte entre les deux objets ressemble aux forces qui s'exercent dans un jeu populaire américain, le Tetherball. Imaginons que la balle soit la Lune, le poteau la planète, et que la corde entre le poteau et la balle représente la force de gravitation de la planète. Nous voyons que la force de gravitation pousse la Lune à accélérer. Elle va de plus en plus vite et poursuit son chemin jusqu'à frapper le poteau. C'est exactement ce qui arrive à Phobos. Elle orbite autour de Mars plus vite que celle-ci n'avance. L'interaction de marée la pousse à se rapprocher et à accélérer sa marche. Nous pensons que dans 50 millions d'années, Phobos en arrivera à toucher Mars et qu'il disparaîtra en tant que Lune. De son côté, Deimos, qui est plus à l'extérieur, avance plus lentement que Mars. Il déroule donc la corde dans un mouvement opposé et nous le voyons s'en éloigner progressivement. Il est possible que dans le futur, Deimos soit attiré loin de sa planète par la force de gravitation du Soleil. Et un jour peut-être, Mars n'aura plus de lune. Comme Phobos prend de l'avance sur la rotation de Mars, il semble se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Au lieu d'avoir sa planète qui tourne plus vite que lui, comme c'est le cas de notre Lune et d'autres satellites, et donc de se lever à l'est et de se coucher à l'ouest, il est en avance sur la rotation de sa planète, et par conséquent se lève à l'ouest, se déplace en tête et se couche à l'est. Il faudra au moins 50 millions d'années avant que Phobos ne disparaisse complètement. Avant cela, on aura peut-être commencé à coloniser Mars. C'est cette idée qu'a développée l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke dans son livre « Les sables de Mars ». Nous n'avons aucune véritable raison de coloniser Phobos, mais sa position fait de ce satellite une étape naturelle sur la route vers Mars. Du point de vue de la force gravitationnelle, il est beaucoup plus facile d'aller sur Phobos, où il n'y en a aucune, que de lutter avec celle de Mars pour se poser à sa surface. De Galilée à Stanley Kubrick, les planètes géantes du système solaire externe ont toujours enflammé l'imagination des créateurs. Mais en réalité, les explorer serait courir au suicide. La pression accablante de l'atmosphère très épaisse de Jupiter rendrait presque impossible tout mouvement. Pourtant, les satellites de ces monstres peuvent être des plateformes intéressantes pour leur exploration et même leur future colonisation. Ces prisonniers de la force gravitationnelle de Jupiter sont-ils des mondes hostiles? Y a-t-il une chance qu'ils abritent une forme de vie?
Ou bien pourrait-il être un havre de sécurité pour les générations futures d'explorateurs planétaires? Jusqu'à une époque toute récente, on savait très peu de choses sur les lunes des géantes gazeuses et glacées. La plupart d'entre elles restaient cachées à l'abri de leur planète. Aujourd'hui, les télescopes et l'exploration spatiale nous révèlent un royaume peuplé par une foule de lunes. Certaines, sphériques, sont semblables à des planètes. D'autres, difformes, mesurent à peine 45 km de diamètre. Jupiter, la plus grande planète du système solaire, est un aimant pour les lunes. Elle s'est formée il y a près de 4,5 milliards d'années quand un nuage massif de gaz s'est effondré sur lui-même. Ce processus, appelé accrétion, a marqué les débuts du système jupitérien. La plus grande partie du gaz et du matériau qui tournoyait dans l'espace a commencé à former la planète. Et l'autre petite partie s'est rassemblée en amas, tourbillonnant dans l'orbite de Jupiter. Ces accrétions miniatures se sont ensuite solidifiées pour former ces lunes régulières, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Une fois Jupiter formée, elle a commencé, grâce à sa force gravitationnelle, à faire entrer dans son cheptel de petits débris, reliquats de la naissance du système solaire primitif. Les planètes géantes se sont formées dans un environnement riche en gaz, là où une foule de petites épaves flottait dans le système solaire, prêtes à être capturées. Le nombre de lunes de Jupiter peut aller de 60 à 200, selon les spécialistes qui en font le compte. Il est clair que si l'on pouvait se placer à la périphérie de l'atmosphère gazeuse de Jupiter et regarder le ciel, on pourrait admirer le balai somptueux de ces lunes satellites. Ce serait merveilleux de pouvoir observer ces lunes. À certains moments, on verrait passer Io. Et lors d'un passage sur deux, on apercevrait en même temps Europe. Et une fois sur 4, on verrait aussi Ganymède. Un des satellites de Jupiter a été tellement maltraité par l'énorme masse de la planète qu'il a littéralement été éjecté vers l'extérieur. En février 2007, le vaisseau spatial New Horizons, en route pour Pluton, a dirigé ses télescopes vers Io. Celle-ci, qui est à peu près de la taille de notre Lune, orbite à une distance de 395 000 km de Jupiter. Elle se différencie des autres satellites de la grande planète gazeuse par ses éruptions volcaniques spectaculaires. La sonde New Horizons a pris des images détaillées de la lave brillante qui a coulé à la surface de Io et de l'immense panache de poussière, long de 350 km, qui s'élève au-dessus de la Lune en fusion. Comme toutes les lunes régulières de Jupiter, Io tire son nom de celui d'une maîtresse du dieu romain. Elle a été découverte par Galilée en 1610, puis photographiée pour la première fois par Pioneer 1 en 1974 et de nouveau par Voyager en 1979. Son activité trépidante a intrigué les spécialistes pendant des décennies. Chaque jour, à chaque seconde, une tonne de matériaux s'échappe de cette lune qu'est Io. C'est une machine phénoménale. J'aimerais pouvoir aller sur Io, mais ce serait très dangereux, chaud et sulfureux. Io est trop petite. Il est impossible qu'elle ait entretenu la fusion de son noyau depuis sa formation. Un autre processus mystérieux est responsable de cette chaleur. Il se peut que tout l'intérieur de Io soit en fusion, parce qu'elle est comprimée du fait qu'elle orbite autour de Jupiter. Ce phénomène est connu sous le nom de chauffage de marée. La force de gravitation massive de Jupiter provoque une friction interne du noyau de Io. De même qu'un sculpteur malaxe un morceau froid d'argile, Jupiter pétrit et masse Io en permanence. C'est comme si la grande planète reprenait sans fin son ouvrage. Si une lune est soumise au chauffage de marée, elle devient malléable. Elle peut être étirée comme l'argile et déformée par les forces gravitationnelles de sa planète. La surface de la Lune est froide. Elle se brise comme l'argile que l'on peut alors déchirer. Mais l'intérieur est chaud et peut littéralement couler, s'étirer, être malaxé par l'action gravitationnelle de la planète dont elle est le satellite.